y est, il l'a fait. Sa toute première victoire en Formule 1 avec McLaren. Lando Norris a remporté le Grand Prix de Miami après une course, ma foi, un petit peu chaotique. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé hier lors du Grand Prix de Miami, partant de la 5e position. Comment Lando Norris a réussi à remporter cette course sans faire le moindre dépassement. Alors en vrai, on aurait pu parler de beaucoup de choses aujourd'hui pour débriefer le Grand Prix. On aurait pu parler de Magnussen, on aurait pu parler du bon week-end de Ricciardo, des points d'Alpine, de la bonne course de Tsunoda, mais forcément, on est obligé aujourd'hui de parler de cette première victoire. Lando a enfin rompu la malédiction. Beaucoup de gens vont retenir cette première victoire à Miami, mais vous allez voir à travers cette vidéo qu'il est fort probable que ce ne soit pas la dernière pour McLaren cette saison. Bon, et ben pour une fois, on a eu une bonne course à Miami. Ça y est, après 2 ans où la course était un petit peu ennuyante, cette fois-ci, on a eu quasiment de tout. Des dépassements, de la stratégie, un peu de drama, quelques bouts de carbone qui s'envolent et une course avec du suspense. Alors bien évidemment, vous l'avez compris, Norris a donc remporté la course devant Max Verstappen et Charles Leclerc, mais il s'est passé beaucoup de choses pendant ce Grand Prix, même pendant le week-end au final, si on est honnête. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la course du Grand Prix de Miami et on va revenir directement au départ. On retrouvait donc Verstappen et Charles Leclerc en première ligne, on avait Sainz et Perez en deuxième ligne, et les deux McLaren étaient donc 5e et 6e, avec Lando Norris devant Piastri. Et alors là, au départ, on était à 2 doigts d'avoir un moment exceptionnel en Formule 1. Sergio Perez, dès le départ, qui est à 2 doigts de satelliser Max Verstappen, à quelques centimètres de lui arracher le diffuseur. Charles Leclerc avait un petit peu raté son départ, Perez se retrouve dans la partie sale du circuit, bloque les 2 roues. Heureusement, plus de peur que de mal. Pas vous mentir que juste pour la vanne, j'aurais voulu voir cet accrochage, juste voir un petit bout de carbone voler pour voir la tête d'Helmut Marko, parce que là, ça aurait été exceptionnel. Charles Leclerc qui avait un petit peu raté son départ, du coup, se faufile, reprend la 2e position et c'est Piastri qui tire le meilleur de ce départ et qui se retrouve donc 3e derrière la Ferrari et devant Carlos Sainz. Derrière, dans les premiers tours, pas mal de batailles s'enchaînent. On a les Alpines à 2 doigts de se mettre dans le mur dans le secteur 2. On a Alonso qui est parti en pneu dur, un petit peu en difficulté aussi sur les premiers tours. Et on arrive au 4e tour et c'est l'un des premiers points importants de ce Grand Prix de Miami. C'est Oscar Piastri qui va attaquer Charles Leclerc et qui va même passer sur la Ferrari pour prendre la 2e position. Alors le dépassement, il peut paraître anodin, mais au final, quand on réfléchit bien, il est très important ce dépassement parce que derrière, Leclerc ne va pas être capable de redoubler Piastri sur la piste. Et pendant quasiment la moitié de ce Grand Prix de Miami, Oscar Piastri va donc tenir en 2e position Charles Leclerc, mais aussi le rythme de Max Verstappen devant en difficulté. Il faut le dire, Verstappen ce week-end était clairement pas à l'aise. On l'a vu en qualification, surpris d'être en pole. On l'a vu le vendredi, Norris était plus rapide sur un tour. Et là, pendant le Grand Prix, beaucoup de blocage de roues, beaucoup de sous-virages aussi avec l'avant de sa voiture. Bref, Piastri fait une course très solide et Red Bull est sous la pression du coup de la McLaren en 2e position. Il va y rester pendant quasiment la moitié de la course jusqu'au pit stop au 28e tour. Sauf que ce qu'il faut retenir, c'est que Oscar Piastri bénéficiait d'une partie des améliorations de McLaren. Lando Norris, de son côté, avait toutes les améliorations et qu'avec ces améliorations, le rythme de la McLaren est exceptionnel parce que Verstappen devant était incapable de s'envoler en difficulté. Pour ceux qui n'ont pas suivi, McLaren ont ramené du coup 9 améliorations ce week-end sur la voiture de Lando Norris. Oscar Piastri n'a pas pu bénéficier de la totalité de ces améliorations. Piastri a bénéficié des nouvelles suspensions avant-arrière, des ailerons, mais n'a pas eu encore le fond plat et les sidepods. De son côté, Norris a eu toutes les améliorations. Je pense que le résultat parle de lui-même, donc on peut se poser la question. McLaren, comme l'année dernière, encore une fois, avec un gros coup de développement, revient quasiment à la hauteur de Red Bull, un peu devant Ferrari. Est-ce que McLaren ne nous aurait pas pondu une petite masterclass? J'attends de voir Imola avec Piastri qui aura toutes les améliorations, mais je pense que McLaren a fait très fort. Depuis le début de la saison, on parle de Ferrari étant le rival de Red Bull, on parle de Ferrari étant l'outsider. Je pense qu'actuellement, avec le développement que McLaren a fait et les améliorations ramenées, je pense qu'on a honnêtement une bataille à 3 pour l'instant, que Red Bull est largement leader, certes, mais que derrière, le jour où Red Bull va mal, on a potentiellement désormais 2 équipes qui peuvent aller décrocher une victoire comme Sainz l'avait fait à Melbourne, comme Norris l'a fait à Miami. Alors vu qu'on parle des améliorations, je préfère le dire tout de suite, Ferrari ramène un gros package d'améliorations aussi à Imola, donc à voir si justement le développement de Ferrari va leur permettre de se rapprocher de Red Bull et peut-être de repasser devant McLaren. Pour moi aujourd'hui en tout cas à Miami,
McLaren avait une voiture plus rapide que Ferrari. Mais bref, McLaren a ramené ses améliorations, Ferrari les ramène dans 2 semaines, Red Bull forcément va en ramener aussi dès le début de la tournée européenne. Et je croise les doigts, je touche du bois, mais je pense que sur cette saison 2024, on risque d'avoir potentiellement plusieurs grands prix où Verstappen ne gagne pas. En tout cas, c'est ce que j'espère, c'est ce que je souhaite. Rien de méchant contre Verstappen, juste je veux voir plusieurs vainqueurs, vous inquiétez pas. Un autre point à aborder aussi du coup avec ce développement de McLaren, c'est Sergio Perez. Il va falloir faire attention parce qu'on l'a vu déjà en Australie, on le revoit ce week-end. À partir du moment où Verstappen ne gagne pas chez Red Bull, Perez n'est pas tout le temps là pour gagner la course. Si Verstappen ne gagne pas, ça veut dire que Perez en général est 5e. Ça pourrait commencer à poser problème si les 2 Ferrari et les 2 McLaren viennent fréquemment se mettre devant le pilote mexicain. Parce que Verstappen du coup se retrouverait en 1 contre 2 à chaque fois. Encore pire même, peut-être 1 contre 4 sur certains Grands Prix. Donc il va vraiment falloir surveiller aussi la suite de la saison pour Sergio Perez si McLaren et Ferrari arrivent à menacer Verstappen. On reprend du coup notre course de Miami. Donc Piastri est passé sur Charles Leclerc. Derrière Carlos Sainz chouine un petit peu parce qu'il est bloqué derrière son coéquipier et qu'il aimerait attaquer Piastri. Et on a donc le premier pit stop des leaders de Sergio Perez, donc au 18e tour. On l'avait vu un petit peu plus tôt, l'undercut fonctionne très très bien, Gasly l'avait réussi du coup sur Lance Stroll, et donc Sergio Perez se lance à la stratégie, on va dire, sur Charles Leclerc, qui répond 2 tours plus tard, 20e tour, la Ferrari s'arrête. À noter l'excellent pit stop. Bon, Red Bull c'est normal, 1 seconde 9, mais par contre Ferrari, 1 seconde 9, le pit stop de Charles Leclerc exceptionnel, l'un des meilleurs pit stops je pense de Ferrari sur ces dernières années. Je pense qu'il est le temps d'agiter le drapeau blanc et de cesser le feu sur les blagues de Ferrari au stand. Voilà, je pense qu'on est très très loin de cette période de 2022 où il n'y avait pas les pneus, etc. Aujourd'hui, les pit stops de Ferrari sont en général très rapides. Il y a très peu d'erreurs, donc honnêtement, en tant que tifosi, je suis très fier. Bon, derrière, Verstappen va s'amuser à shooter un cône, voilà, au virage 13, si je dis pas de bêtises, 13 ou 14. Il va s'amuser à arracher le cône, ce qui va créer une petite VSC qui ne va pas réellement ni l'aider lui, ni les leaders. Ça va plus profiter à Esteban Ocon et Fernando Alonso qui vont s'arrêter du coup sous cette VSC. Ça va desservir Pierre Gasly qui faisait une très bonne course et qui malheureusement ne terminera pas dans les points à cause de cette VSC. Et au 24e tour, Verstappen s'arrête pour couvrir donc Charles Leclerc, ressort devant la Ferrari. Jusque-là, pas de soucis, pas trop de trafic. Leclerc a réussi à se débarrasser de Lewis Hamilton et du coup, on se retrouve avec Piastri en tête devant Carlos Sainz et Lando Norris. À savoir qu'on avait dit à Lando Norris d'attaquer pour essayer de rattraper Carlos Sainz. La McLaren avait une très bonne vitesse de pointe et on voulait justement récupérer le DRS sur le pilote espagnol afin de jouer avec les 2 McLaren et potentiellement aller chercher une victoire. À partir de ce moment-là, Lando Norris enchaîne meilleur tour sur meilleur tour. Il est le pilote le plus rapide du Grand Prix tout simplement. Il enchaîne et revient à une vitesse folle sur Carlos Sainz. 28e tour, les 2 leaders s'arrêtent. Piastri et Sainz rentrent au stand, laissant Norris seul en piste. C'est 10 tours après Sergio Perez. Du coup, si on est honnête, il n'y a pas de safety car. La stratégie de Sainz et Piastri, elle est quand même compliquée. Ils ressortent derrière Leclerc, ils se font undercut. Et je sais pas s'ils auraient réellement pu retourner, doubler le pilote monégasque qu'on l'avait vu sur la première partie du Grand Prix. C'était quand même pas si facile de doubler. Donc en vrai, Leclerc était pas si mal et Verstappen aurait largement repris la tête de ce Grand Prix. Sauf que c'est pas qu'on a nos 2 chouchous de la grille, Logan Sargent et Kevin Magnussen, qui font des châteaux de sable au virage 3. Et oui, Logan Sargent et Magnussen qui s'accrochent. Alors honnêtement, je trouve que la pénalité de 10 secondes pour Magnussen est un peu dure. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je trouve certes qu'il n'est pas à la hauteur, mais on est quand même sur une manœuvre de dépassement. Logan Sargent est au courant que Magnussen, du coup, est à l'intérieur dans le virage précédent et à l'extérieur sur le suivant. Et Logan Sargent va venir prendre la corde comme si Magnussen n'existait pas. J'estime que c'est un incident de course. Magnussen, je trouve, n'est pas 100% fautif. Il existe, voilà, il était placé à cette hauteur. Je trouve que honnêtement, les 10 secondes sont un petit peu dures sur Magnussen, mais ça, on en reparlera plus tard cette semaine, ne vous inquiétez pas, parce que bon, Magnussen, voilà. Et là, on arrive au gros débat de ce Grand Prix de Miami, la safety car. Que s'est-il passé ? Alors, est-ce que Norris a volé le Grand Prix? Est-ce que McLaren a fait quelque chose qu'a fait la FIA? Pourquoi Verstappen était bloqué? On va vous expliquer. Lando Norris, en arrivant dans le dernier virage, a 11 secondes d'avance sur Max Verstappen. À ce moment-là, il y a seulement des drapeaux jaunes dans le secteur 1 et c'est au moment où il passe devant l'entrée des stands que la safety car est déclenchée. À ce moment-là, il y a 12 secondes d'écart. La safety car va sortir, sauf que Lando Norris est déjà passé devant la pit exit. Donc, ce qui veut dire que Lando Norris, sur la piste, est devant la safety car.
qui ne pose pas de problème. La safety car va donc se mettre sur le côté et attendre le retour du leader en question, Lando Norris. Sauf que malheureusement, c'est pas ce qui va se passer. Max Verstappen arrive en sortant du virage 3 et la safety car va décider de prendre Max Verstappen comme leader. Est-ce qu'elle a l'habitude? Je sais pas. En tout cas, les 18 pilotes et Max Verstappen se retrouvent donc bloqués derrière la safety car pendant que Lando Norris se retrouve seul en piste avec le delta à respecter. Je vais vous calmer tout de suite après avoir passé plusieurs heures sur la data, sur les onboards et pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Max Verstappen, lui, respectait son delta jusqu'à ce qu'il rattrape la safety car. Et au moment où Verstappen recolle avec la safety car, il y a 17 secondes d'écart entre Verstappen et Norris. Ce qui veut dire que, honnêtement, même s'il n'y avait pas eu cette safety car, dans tous les cas, Norris serait ressorti 2 secondes devant Verstappen et serait ressorti en tête du Grand Prix. Donc même si on a eu un gros cafouillage et un gros bordel avec cette safety car, Norris serait quand même ressorti en tête du Grand Prix. Il vous suffit de regarder Sergio Pérez qui a donc box sous safety car, qui a donc perdu 14 secondes. Pour ceux qui ne comprenaient pas trop quel était le delta d'un arrêt sous safety car et non pas sous safety car, c'est 14 secondes au stand. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est l'énorme cafouillage de la FIA et de la safety car, qui a donc pris le deuxième pilote comme leader, laissant un pilote. Il aurait pu mettre un tour à tout le monde, Norris, quasiment. Hein. Si la safety car s'était pas écartée, ça aurait été très très drôle. De son point de vue, Verstappen à la radio comprenait pas vraiment ce qui se passait. La safety car clignotait vert, ce qui indique donc que les pilotes peuvent passer, sauf que Verstappen, on lui avait dit d'attendre et ne pas doubler la safety car, ce qui était interdit, on rappelle bien évidemment, jusqu'à ce que Bernd Mayländer commence à faire des grands signes par la fenêtre en mode « Allez, passez !» Bref, c'était un beau foutoir. Lando Norris s'arrête et ressort donc devant Max Verstappen et Charles Leclerc. Relance de safety car, Lando Norris en tête du coup avec la voiture la plus rapide, les pneus les plus frais. Il était en train d'enchaîner les meilleurs tours. Il était vraiment le pilote le plus rapide. Verstappen va tenter une attaque au virage 1 qui ne fonctionnera pas. Derrière, Charles Leclerc lui aussi essaye de se décaler. On a la bataille Sainz-Piastri, ça se bat un petit peu de tous les côtés. Derrière quand même, on a eu quelques petites batailles dont le Piastri-Sainz qui a au final mal tourné pour le pilote espagnol, hein, comme disait Alonso. Voilà, on va pas revenir sur cette déclaration forte, mais Alonso a accusé quand même les commissaires d'être racistes envers les Espagnols. Voilà, il faut le dire, hein, faut être honnête. Le premier acte a lieu du coup au 11e virage avec l'attaque de Carlos Sainz par l'extérieur sur Piastri. Piastri retarde le freinage, vient pousser l'Espagnol en dehors de la piste. Très très léger contact, Piastri repasse donc sur Carlos Sainz. Sainz derrière qui au moins à la radio, ça se comprend, voilà, il s'est fait pousser, il se demande à ce qu'on lui rende la position. De son côté, McLaren dit non, Oscar ne rend pas la place. Tu étais devant, tu gardes cette position. Quelques tours plus tard, dans le dernier virage, Carlos Sainz tente un dive bomb, ma foi, très agressif sur Piastri, arrive légèrement en travers et Piastri, en voulant décroiser sur Carlos Sainz, vient arracher une partie de son aileron avant, ce qui va totalement ruiner sa course. Il va terminer 17e malheureusement. Pour ce petit incident, Carlos Sainz du coup écopera d'une pénalité de 5 secondes que je ne comprends pas vraiment pour deux raisons. Déjà de 1, pourquoi 5 et pas 10 Normalement les pénalités aujourd'hui pour causing a collision c'est 10 secondes plus 5, donc j'avoue que ça on en reparlera mercredi. Et de 2, j'avoue que je comprends pas trop pourquoi Sainz est pénalisé. Alors oui, Sainz arrive en travers, oui c'est un dive bomb très agressif. Au final, Piastri avait fait une manœuvre un petit peu similaire en venant pousser Carlos Sainz au virage 11 quelques tours plus tôt. Donc je comprends la pénalité de Sainz, mais je me dis qu'à ce niveau-là, Piastri aurait peut-être du coup mérité quelque chose aussi. Je suis un peu partagé, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de cette pénalité sur Sainz. Derrière, ça se battait pas mal entre Fernando Alonso et Esteban Ocon pour les derniers points. Très très beau duel. Honnêtement, ça se battait, ça croisait, ça décroisait, ça faisait les freins. C'était très très serré, mais toujours dans le respect. C'est ça qui est beau à voir. Esteban Ocon, du coup, marque les premiers points d'Alpine cette saison. Ils vont faire du bien. Même si c'est un petit point, ça va faire du bien pour Alpine. Il va falloir être patient, je l'avais dit quand on avait parlé d'Alpine, étape par étape, amélioration après amélioration. Ça prend du temps, mais Ocon en tout cas fait un excellent travail en ce début de saison en tant que leader chez Alpine. Voilà, que ce soit au niveau de la mentalité, au niveau des résultats, du comportement en piste, les déclarations dans la presse, bref. Esteban Ocon, pour l'instant, est vraiment en train de tirer Alpine vers le haut et je suis très content. De son côté, Pierre est assez malchanceux, on va pas se mentir, entre les VSC, les mauvais timings, etc. Le début de saison de Pierre, il est un petit peu plus compliqué. Pas trop de doute que si l'Alpine arrive à marquer des points, Pierre arrivera à en mettre aussi un petit peu plus tard dans la saison. Et du coup, victoire de Lando Norris après 110 Grands Prix, après la session van de Sochi 2021. C'est terminé.
Lando No Win n'existe plus. Bravo à lui, bravo à McLaren aussi qui remporte du coup sa première victoire depuis Monza 2021. Ça commençait à dater un petit peu. Première victoire pour un Anglais chez McLaren depuis Jenson Button au Brésil en 2012. Ça faisait plus de 10 ans. Et la dernière victoire de McLaren aux États-Unis, elle remonte au Texas 2012. En effet, au quota avec Lewis Hamilton. Petite anecdote très drôle, il avait lui aussi le numéro 4. Sur la voiture à cette époque, donc voilà, comme quoi les planètes s'alignent pour McLaren. J'ai hâte de voir, comme je vous l'ai dit, dans les prochains Grands Prix ce que ça va donner avec le développement de Ferrari. Vasseur en a parlé, Charles Leclerc aussi, beaucoup d'améliorations vont arriver à Imola. Il va falloir voir ce que ça donne et voir si ça fonctionne derrière. Je vous ai dit, on peut potentiellement avoir sur la suite de cette saison un duel McLaren-Ferrari très proche de Verstappen. Je dis pas Red Bull, hein, Verstappen. Et du coup, dès que Max Verstappen sera en difficulté, on pourrait potentiellement avoir 4 pilotes qui pourrait aller titiller la victoire, Leclerc, Sainz, Norris, Piastri. Donc ça nous annonce quand même du bon pour la suite de cette saison. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé vous du Grand Prix de Miami. Je vous ai dit, il y avait beaucoup de choses à dire et on n'a pas pu tout faire. Aujourd'hui, je voulais vraiment me concentrer sur cet aspect développement et safety car avec McLaren, mais il y a encore plein de choses à dire, ne vous inquiétez pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à activer la cloche bien évidemment. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos cette semaine. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.